Alternative aux produits de l'industrie agroalimentaire, les terroirs ont de plus en plus de succès. Une tendance qui n'a pas échappé à la grande distribution. Le leader Carrefour propose plus de 600 références qui cartonnent. Mais que valent vraiment ces produits? Et puis notre reportage sur une brique de lait qui cache une révolution. C'est qui le patron? Le premier produit dont le cahier des charges a été entièrement décidé par les consommateurs grâce à un questionnaire. Un incroyable succès, déjà 9 millions de litres de ce lait équitable ont été vendus en 6 mois. Alors ce modèle peut-il s'imposer comme l'avenir de la consommation? On va goûter, hein. Succulente. Voilà, ça c'est des nouvelles marques terroirs. Recettes traditionnelles, fabrication artisanale. Voilà, c'est ça le marché du terroir. Et c'est devenu un argument marketing qui fait vendre, qui séduit les consommateurs. Et pour commencer donc notre enquête sur ce grand marché du terroir. Il y a encore quelques années, l'appellation était réservée aux petits producteurs ou aux produits issus de la ferme, comme ici à Galy. Désormais, c'est toute la chaîne agroalimentaire qui s'est positionnée sur le secteur, car c'est un énorme business avec un enjeu colossal et de nouvelles marques qui ont fait leur apparition à prix cassé, made in terroir, en tout cas sur le papier. Mais la qualité est-elle toujours au rendez-vous? Peut-on se fier aux étiquettes à l'origine des produits? C'est une enquête signée Guillaume Caour. Au pied du Mont Blanc, ces vaches attendent impatiemment le jour où elles entameront leur festin annuel. Un été dans les pâturages. Une belle herbe verte, savoureuse, pour un lait qui fera les célèbres fromages des Alpes. C'est cette carte postale du terroir savoyard qui fait vendre. Une promesse d'authenticité qui attire les touristes vers cette fromagerie au cœur des Aravis. Venus d'Arcachon, à chaque vacances, Cathy et Jean-Paul ont leur petit rituel. Je voudrais en premier 2 tomes de gras. Oui, fermière. 4 reblochons. Des fromages fabriqués sur place, comme ce reblochon, à seulement 13 € le kilo. Pas cher, alors ils font leur ravitaillement. On va partir avec 25 ou 30 kilos de fromage. Oh, non, pas quand même. Non, mais une bonne dizaine, c'est sûr, oui. Cathy et Jean-Paul sont gourmands et aussi partageurs. Ils font profiter leurs amis de ce filon fromager. Pour mon amie Colette, donc 1 kg de Beaufort, 1 kg de Comté et un reblochon. Et une copine Michel qui m'a demandé 500 g d'abondance fermière, 1 kg de Comté vieille réserve, 500 g de Morbier et une tome de chèvre. Des quantités astronomiques. Allez-y, je vous laisse insérer votre carte. 154 € pour les amis de madame. Allez-y, c'est bon. 211 € pour les amis de monsieur, plus dépensier. Chacun ses comptes. Ah ben oui, on en prend tellement. Ici, ils achètent un terroir, un goût, une traçabilité qu'ils ne trouvent plus dans les fromages industriels. Mais est-ce qu'il vous arrive encore d'acheter du fromage dans votre sud-ouest? Non. Non? Non. Vous achetez Ou tout très peu, si, mais peu. Quand on est habitué à bonnes choses, on ne va pas chercher des trucs qui sont un peu douteux. Mais ici, on sait d'où ça vient. C'est cet avantage. Depuis combien on connaît un peu les gens de la coopérative et on sait d'où viennent les produits. Et voilà, tous les fromages de la Savoie, impeccable. La demande est telle que la fromagerie multiplie les ouvertures de magasins, déjà 5 dans la région. En 10 ans, son chiffre d'affaires a été multiplié par 4, 17 millions d'euros aujourd'hui. Et pour fidéliser les touristes de passage, elle a ouvert l'an dernier son site de vente en ligne. Elisa prépare jusqu'à 40 commandes quotidiennes, expédiées dans des cartons isothermes réfrigérés partout en France. Il y a des fois, ça va être des commandes à 100 €, des fois des commandes à 50, mais il y en a qui commandent tous les mois. Ouais. Mais un terroir, ce n'est pas qu'une origine géographique. 7. C'est aussi un savoir-faire que tient à nous montrer Philippe Bouchard. Le directeur nous emmène dans la cave d'affinage, où un soin tout particulier est réservé aux reblochons, héritage de méthodes ancestrales. On a conservé vraiment l'affinage sur planche d'épicéa, donc une quinzaine de jours sur cette planche, qui va nous faire un produit un peu plus traditionnel de par son goût, avec une migration plus ou moins importante du tanin du bois. Nous, on a délibérément souhaité personnaliser notre produit à travers un affinage spécifique. Un goût et aussi une apparence plus typique. Tu fais cela et donc il colle un petit peu. Quand d'autres fromageries investissent dans des robots pour retourner le fromage,
Ici, on conserve un geste qui laisse son empreinte sur le reblochon. Vous allez voir, dans d'autres systèmes, les fromages ils sont très calibrés, etc. Nous, vous voyez bien qu'il y a un peu toutes les formes, comme celui-là. Mais c'est aussi une autre signature. Le charme du terroir, bien loin des produits standardisés de l'industrie agroalimentaire. Les consommateurs cherchent des alternatives. Ils veulent manger différemment, échapper à la malbouffe et revenir aussi à des produits d'antan, forcément meilleurs dans leur esprit. Pour répondre à cette demande, même les supermarchés s'y sont mis et ont lancé leur marque distributeur terroir. Elles promettent des produits fabriqués avec amour par de petites entreprises régionales. S'il est si bon le cassoulet, c'est parce qu'ici, à Castelnaudary, on y pense dès le matin. On prend soin de nos canards. De bonnes recettes, plus de goût, plus de qualité. Dans cette fabrique chargée d'histoire, tout était réuni pour séduire. Ces marques tiennent-elles leurs promesses? Cela vaut-il le coup de payer plus cher? Et est-il vraiment possible de cuisiner du terroir à des millions de clients? Dans les 5600 magasins Carrefour de France, une marque a réussi à infiltrer tous les rayons. Reflet de France, avec les ravioles du Dauphiné, le camembert de Normandie ou les palets de Bretagne. Des produits qui promettent du terroir. Voilà ce qui séduit Danielle, une cliente fidèle. Son fromage savoyard, la retraitée le trouve ici, à 2 pas de chez elle. Produit tradit du reblochon. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, cette marque? Et on a l'impression que c'est une garantie de produit d'autrefois, alors qu'on sait qu'autrefois on avait des aliments corrects et que maintenant on ne sait plus très bien ce qu'on mange. Donc ça, voilà, on a l'impression d'avoir quelque chose de qualité pour un prix raisonnable. En lançant cette gamme, cette enseigne a été la première à miser sur le terroir il y a 20 ans. À l'époque, l'idée est d'offrir une dimension nationale à des produits traditionnels voilà notre sel. Qui ne sont connus que localement. Le sel de Guérande, vous allez pouvoir le trouver évidemment dans la région Bretagne, Pays de Loire, mais vous allez pouvoir en trouver en Alsace, vous allez pouvoir en trouver en Corse, vous allez pouvoir en trouver à Lyon, etc., dans le Nord. Donc tout ça fait rayonner cette culinarité française, ce patrimoine culinaire français auprès de tous. Aujourd'hui, 570 produits régionaux en rayon. Tous avec un dessin aux couleurs sépia, une maison à colombage, un clocher, un village au pied des montagnes, comme la carte postale d'une France éternelle. Et toujours une précision qui, selon la marque, rassure le client. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a aujourd'hui, de la part des clients en France, une volonté de savoir d'où viennent les produits. On a cette carte de France qui est très emblématique de la marque et de sa philosophie, qui dit d'où vient le produit. Le nom du producteur est même indiqué pour personnaliser au maximum l'achat, comme sur cette boisson normande à base de poire. C'est Madame Catherine Delin, maître de cave à la cidrerie du Calvados, La Fermière. Et ça marche. Les ventes progressent de 5 à 10% par an, une performance rare dans la grande distribution. Et pourtant, les prix sont souvent plus chers. Comme pour ces asperges de Gironde à 10,78 € le kilo, 3 € de plus que les voisines vendues en vrac d'origine française. Ce qui justifie le prix plus élevé, c'est la qualité. C'est parce qu'elles sont de Gironde qu'elles ont ce goût particulier, qu'elles ont cette texture particulière. C'est ça. Donc un terroir, c'est pas simplement une origine géographique, mais c'est un ensemble de paramètres comme le climat, la nature des sols, le savoir-faire des gens qui récoltent à la main, etc. C'est tout ça qui fait qu'un produit, lorsqu'il est fait à tel endroit, n'a pas le même goût que s'il était fait à 400 km dans un autre terroir, dans un autre lieu avec d'autres gens. Pour proposer une gamme complète, Carrefour s'approvisionne auprès de 230 entreprises locales. Bien souvent, les commandes de la marque ont bouleversé le destin de ses fournisseurs. C'est dans cette PME de 50 salariés que Reflet de France fait fabriquer ses confitures. Une petite société familiale d'Île-de-France, dirigée par les descendants du fondateur. Laure Cassan produit des millions de pots pour la marque de distributeur. Vous avez le produit Reflet de France qui est complètement terminé, avec la coiffe, parce que ça c'est la tradition française. À un moment, on ne mettait pas de capsule, on mettait que des petites
coiffe comme ça en tissu, et puis l'étiquette. C'est devenu son plus gros client. Mais leur collaboration a commencé par hasard. À la fin des années 90, l'entreprise est spécialisée dans les petits pots individuels pour l'hôtellerie de luxe et les classes affaires des avions. C'est justement dans les airs que sa confiture a connu un envol inespéré. Ce produit-là était à l'époque aussi sur la business class et la première d'Air France. Et il y avait un des fondateurs de la marque Reflet de France qui voyageait, qui a trouvé le produit très bon, qui nous a cherché grâce à l'adresse et qui est venu nous rencontrer pour nous proposer ce projet d'artisan fabricant pour une marque grande surface. À l'époque, elle utilise surtout des fruits des environs. Mais la marque lui demande d'aller chercher des produits plus typiques aux quatre coins de la France. Fraises du Périgord, myrtilles de l'Ardèche ou abricots du Roussillon. Avec une contrainte, fournir 5600 supermarchés toute l'année. Et là, c'est pas la saison, l'abricot. Non, c'est pas la saison. Là, vous avez un abricot qui a été surgelé au moment de la récolte. En fait, ils sont récoltés à maturité et ils sont surgelés dans la journée. Ce qui permet de les bloquer et d'avoir le meilleur abricot toute l'année utilisable pour nous au fur et à mesure de production. En une seule journée, Bonjour mesdames, bonne Brigitte. 25 000 pots de confiture d'abricots sortent de ces cuves pour la marque Terroir. Le petit atelier artisanal a dû changer de dimension sans perdre son âme. Donc là, nous sommes devant les bassines de cuisson en cuivre, parce que c'est la tradition, mais aussi parce que ça a un vrai intérêt pour la cuisson. C'est le meilleur conducteur de chaleur qui existe, et donc ça nous permet d'avoir une recette qui est respectueuse du fruit. Ces chaudrons sont tout de même plus gros qu'il y a 25 ans, avant le boom commercial. Mais l'entreprise s'est fixé une limite, 120 kg de fruits par cuve. Au départ, on travaillait avec des bassines de cette taille-là, qu'on tournait à la main et qui faisaient entre 60 et 80 kg. Par contre, on sait qu'on n'ira jamais plus loin que ces 120 kg de confiture parce que le poids des fruits, le poids du sucre ferait qu'on aurait à la fin une purée et qui détruirait complètement le fruit. La garantie du terroir et de la tradition, voilà la promesse de cette confiture à 6,89 € le kilo, 2 fois plus cher que les grandes marques vendues en supermarché. Reflet de France, pionnière du terroir dans la grande distribution, a depuis été copiée par toutes les enseignes. Elles se livrent une guerre féroce pour débusquer des produits rares. Chez Super U, les acheteurs de la marque U-Saveur sillonnent en permanence la France à la recherche des meilleurs fournisseurs. C'est en Savoie que nous avons pu suivre leur travail. 7 h du matin, Elisabeth Vincent et Julien Théry arrivent tout droit de Paris. Bonjour. Depuis 15 ans, ils chassent les meilleurs fromages. Ils ont repéré ce petit atelier spécialisé dans l'abondance. Donc là, on a une cuve qui est en maturation. Le lait est arrivé cette nuit. Les ventes d'abondance ont doublé en France en 10 ans. Le fromage a du succès. Mais eux veulent un produit qui sente la tradition. Le but, c'est de rechercher des petits détails qui vont donner une typicité au produit. Et ce qui est important, c'est de voir quels sont les paramètres qui vont influer sur la qualité du produit au final. Ils observent tout le processus de fabrication. Combien de producteurs, du coup, vous ramassez 8 producteurs. Et bombardent les artisans de questions. Il y a une grosse différence entre les deux au niveau du rendu. L'aspect artisanal les séduit. Mais il y a un détail qui préoccupe Julien Théry, c'est la vétusté des lieux. Par exemple, quand on voit de la peinture écaillée, on dit que la peinture peut tomber dans la cuve, dans le fromage, voilà. Il faut qu'ils s'engagent au moment de commencer à travailler avec nous à refaire sous 2 mois, sous 6 mois, sous 1 an, un certain nombre de travaux. Avant de signer le contrat, il faut pénétrer dans le sein des saints, la cave d'affinage. C'est ici que les fromages se bonifient avec le temps. Non, j'y toucherais bien, c'est chouette. Ça me fait toujours penser à une bibliothèque. C'est une bibliothèque à fromage, en fait. Dans ce climat, froid et humide, ces meules mûrissent au moins 3 mois. C'est aux acheteurs de déterminer la durée. Plus c'est long, plus c'est cher. Pour choisir, il faut goûter. Leur base de comparaison, c'est un abondance d'entrée de gamme qu'ils ont déjà au rayon frais, en libre service. Pour le rayon coupe, il est souple. Ils veulent un fromage plus raffiné. Celui-ci n'a que 3 mois.
Un goût très fruité, avec une petite pointe de piquant. Le goût là déjà à 3 mois, je pense qu'on a un goût plus typé que ce qu'on a déjà au libre-service comme produit. Donc si on le pousse encore un petit peu plus, à 5 mois, 6 mois, là on aura ce qu'on voulait, c'est-à-dire un produit différent, un produit plus typé, plus type crémier. Les acheteurs sont conquis, mais il manque encore quelque chose. Pour vendre le produit aux consommateurs, le supermarché a aussi besoin d'une promesse marketing, une belle histoire de terroir à raconter à ses clients. Alors qu'ils viennent contrôler la qualité du lait et la nourriture des vaches, mais elle préfère bien l'orguin que le foin lui-même. Et avec le... Julien et Elisabeth vont trouver ici cette histoire. Regarde, c'est trop. C'est Electra, c'est ma copine. Celle de cette fermière, amoureuse de ses vaches et de ses veaux. Tu boudes? Viens, Belle, viens. Allez, viens, tu viens. Elle boude. Non, elle veut pas. Eh ben, quand tu vois les deux petits sabots, le petit bout du nez qui arrive, tu vois que les naseaux, tout va bien, ils respirent. Cette rencontre va donner une idée à l'acheteuse. On ne peut pas, nous, se passer d'aller rencontrer des gens comme ça. Après, on va essayer dans nos magasins de le retraduire. Sur l'argumentaire fourni aux vendeurs des supermarchés pour leurs clients, elle insistera sur la passion de cette agricultrice. Je parlerai de l'amour de la productrice pour ses bêtes. Parce que c'est juste magnifique, quoi. Vendre un terroir, c'est aussi vendre un visage, un producteur derrière le produit. Mais ces fromages, que valent-ils vraiment? Dans un Super U, au rayon coupe, nous avons acheté un Roquefort d'Aveyron et un Comté du Jura. Merci. Et au rayon frais libre-service, nous avons aussi pris un Saint-Marcelin du Dauphiné, moulé à la louche. Nous allons les goûter, ou plutôt les faire goûter, à un expert, Michel Fouchereau, meilleur ouvrier de France. Première dégustation, le Roquefort. On a un équilibre gustatif qui est plutôt sain. On va dire qu'on ressent l'arôme du fromage de brebis, une pointe d'acidité, un léger soupçon de sel peut-être un tout petit peu trop présent. Mais pour moi, on est dans un produit qui représente bien la gamme des Roqueforts traditionnels. Le Roquefort lui plaît, place au comté. Moi, je pense que par rapport à son âge, il va manquer de caractère. Et là, pour le coup, moi, je ressens des caractéristiques qui sont légèrement négatives, qui sont l'acidité et un peu l'amertume. Enfin, le troisième fromage, le Saint-Marcelin, vendu sous emballage. Pour moi, il y a un petit peu d'amertume qui reste quand même présent. Entre guillemets, le fumet qu'on va un petit peu retrouver, pour moi, c'est le fumet plastique. Donc là, on est dans l'industriel. Plus dans l'industriel. La limite entre terroir et industrie est parfois floue, surtout quand le produit doit être fabriqué pour des millions de clients. Chez Reflet de France, la meilleure vente, ce sont les galettes de sarrasin avec la fameuse carte postale terroir, qui nous emmène naturellement en Bretagne, dans les environs de Saint-Brieuc. Mais c'est dans cette zone industrielle que se trouve le fournisseur de Reflet de France. 2,5 millions de paquets sortent de cette usine chaque année, soit 15 millions de galettes. Après de longues négociations, le patron et les descendants du fondateur acceptent de nous montrer les coulisses de cette crêperie qui n'a plus grand-chose d'artisanal. Là, il y a quoi comme ingrédient alors? Eh bien, c'est de l'eau, du sel de Guérande et de la farine de blé noir, voilà. Ça, c'est la recette d'origine? C'est la recette d'origine, tout à fait, ouais, tout à fait. D'après lui, la recette n'a pas changé depuis les années 80. Mais on est loin de l'imaginaire du terroir. C'est une usine, avec des machines de pointe et des secrets à protéger, comme pour ces cuves où la pâte repose. Et donc là, elle reste combien de temps dans ces cuves? Non, je ne vous dirai pas parce que ça fait partie de nos process de production. Par des tuyaux que nous ne pouvons pas filmer, la pâte se retrouve ici. Donc c'est ici que l'on fabrique la galette en elle-même. La salle de cuisson. Personne pour étaler la pâte, cuire et retourner les crêpes. La préparation arrive directement sur les plaques, tout est automatisé. Vous voyez qu'en dessous l'étaleur, on a ce qu'on appelle des réglettes qui s'ouvrent et qui se referment et qui permettent
à la pâte de tomber sur la plaque de chauffe. C'est la machine qui donne sa forme à la galette. Le manège, chauffé au gaz, la cuit en 1 minute. Plusieurs chaînes comme celle-ci fournissent Reflet de France, ainsi que des enseignes concurrentes. On peut réussir à conserver du terroir en industrialisant. Ah oui, parce qu'on n'a pas changé la recette, on a adapté les outils pour les faire en plus grande quantité, mais tout en gardant exactement la même recette. Pour vous, ça reste du terroir malgré tout? De l'eau, du blé noir, de la farine, il n'y a rien à changer. Alors ces galettes, qui se revendiquent du terroir, en ont-elles vraiment la qualité? À quelques kilomètres de là, une petite crêperie artisanale qui vend tout de même 3000 crêpes par jour à emporter aux habitants du coin. Yuen, crêpier de père en fils, perpétue lui aussi une recette familiale. Mais ici, tout est fait à la main. Là, on va la caresser un petit peu comme une petite femme. Ce sont des produits qui sont très fragiles à la manipulation. On se doit d'être très délicat. Son expérience va nous être utile pour tester les galettes Reflet de France. Yuen va les comparer avec les siennes, fabriquées de manière traditionnelle. Il prend la galette industrielle. Au toucher, ça fait vraiment caoutchouteux ou plastifié. Voilà, au pliage, ça se casse. Apparemment, la sienne est plus résistante. Déjà au niveau de la souplesse, regardez, elle fait souple, on peut la... Voilà, regardez. Hop, voilà, regardez, une galette industrielle. Je fais exactement la même chose. Je la presse. La galette du supermarché tombe en miettes. Selon le fabricant, elle a besoin d'être réchauffée avec une noisette de beurre pour être consommée. Yuen va donc respecter les consignes de l'emballage. Pour un puriste comme lui, le résultat est décevant. C'est un petit peu sec, quand même. Est-ce que ça, c'est encore du terroir, d'après vous? Pour moi, non, ça représente pas bien le terroir, puisque, comme je vous dis, c'est un produit qui n'a pas tellement de goût, en fin de compte, ou alors il faut lui apporter des choses. Je comprends qu'il y en ait qui, à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde, aient envie de manger un peu de sarrasin, mais dans ces cas-là, vaut mieux peut-être se les faire. Ce n'est apparemment pas l'avis des millions de Français qui les consomment pour 3,10 € le paquet. En vendant de l'industriel estampillé terroir, ces marques remplissent-elles toujours leurs promesses? On peut tout de même leur reconnaître une qualité. Elles participent parfois à la résurrection de cultures agricoles depuis longtemps abandonnées. Dans les années 70, les champs de moutarde avaient complètement disparu en Bourgogne. Damien Beaumont a été l'un des premiers à en replanter. Aujourd'hui, ils sont 300 à la cultiver. On produit une centaine d'hectares de moutarde, à peu près 200 tonnes. Et là, donc, vous avez une des parcelles qui fait 37 hectares. Cela peut paraître surprenant, mais pendant des années, les moutardes de Dijon en vente dans nos supermarchés utilisaient exclusivement des graines venues de l'étranger, notamment du Canada et d'Ukraine. Ces inventeurs n'avaient pas pris soin de la protéger. Voilà, c'est bien impeccable, il y a une belle croissance. Le retour de graines de moutarde made in Bourgogne, un petit miracle que l'on doit aux fabricants de la région, mais aussi à leurs clients, notamment Reflet de France. Il y a 10 ans, la marque a été la première à commander une moutarde faite exclusivement avec les cultures locales. Là, c'est notre matière première principale. C'est les graines de moutarde qui vont servir à fabriquer notre moutarde de Bourgogne. Un nom, un savoir-faire et un produit, cette fois sous IGP, indication géographique protégée. Dans les critères qualité, c'est indiqué que les graines sont issues exclusivement de Bourgogne, avec du vin blanc aligoté de Bourgogne, et que ce produit doit être fabriqué ici dans notre région. L'entreprise produit désormais aussi sous sa propre marque. Près de 500 000 pots partent même chaque année au Japon, aux États-Unis et dans une cinquantaine de pays.